Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam. Bonjour, notre invité est aujourd'hui Michel Déon qui, à 90 ans, est en cet automne 2009 à l'affiche d'une actualité éditoriale intense avec la publication de 2 ouvrages, l'un chez Gallimard, Lettres de château, évocation chaleureuse d'écrivains et de peintres qui ont accompagné sa vie, l'autre aux éditions de Lerne, intitulé Journal 1947-1983, des chroniques inédites de l'ère du temps qui mêlent avec humour et gravité, réflexion et anecdotes. S'ajoute à cela un événement éditorial toujours très attendu, la publication d'un cahier de Lerne le concernant, cahier excellemment dirigé par Laurence Tacou, comme un voyage d'amitié au cœur de l'œuvre et autour de la personnalité de Michel Déon. Michel Déon, bonjour. Bonjour. Alors, en plus d'un demi-siècle, vous vous êtes exprimé dans presque tous les genres littéraires, romans, essais, livres de voyage, théâtre, journalisme, critique littéraire, critique dramatique, scénario ou scénarii, selon la formule que l'on préfère. En quoi le fait d'avoir ainsi touché à beaucoup, vraiment beaucoup de choses, vous semble avoir enrichi votre regard d'écrivain et votre manière d'écrire ? Oui, je pense que ce n'est pas volontaire, que c'est un accident de ma vie. Ce sont les circonstances dans lesquelles je me suis trouvé. Par exemple, si nous parlions du théâtre, je n'aurais pas écrit une pièce de théâtre si je n'étais pas tombé un jour sur une bande de comédiens tout à fait exceptionnels qui m'ont attiré dans leur district qui était le Lot et qui m'ont montré ce qu'ils jouaient, comment ils jouaient et comment se créaient des pièces chez eux. C'était à la fois chaleureux, jeune, enthousiaste, et ils m'ont demandé d'écrire une pièce. Moi, je dis non, je suis tout à fait incapable. Mais vous savez, quand on répond ça, c'est tout d'un coup quelque chose commence à cheminer dans votre esprit. Et l'idée d'écrire une pièce est venue. Mais c'est entièrement grâce à eux. Et la plupart des événements de ma vie sont aussi provoqués par une rencontre extérieure, en fait. C'est-à-dire que je ne dirais pas que j'ai beaucoup voyagé. Je me suis arrêté dans beaucoup d'endroits très différents. On y reviendra, ça. Tout à l'heure, oui. Mais ces endroits-là ont été chaque fois des commotions, c'est-à-dire ont provoqué des réactions qui ont donné tantôt le récit, ce que je voyais, tantôt même un roman, et puis peut-être aussi inspiré 2 ou 3 autres choses, notamment des pièces de théâtre, parce que je n'aurais pas écrit une pièce sur Ariane à Naxos si je n'avais pas vécu un moment à Naxos. Voilà à peu près l'origine de tout ce que j'ai eu l'air de me disperser, mais ma vie a été très dispersée, Dieu merci. Alors, il y a l'ampleur, donc, quant à la diversité des genres pratiqués, mais aussi ampleur dans le temps. Alors, qu'y a-t-il de commun dans les préoccupations, la démarche d'écrivain et le style entre Adieu à Sheila, publié en 1944, et Lettres de château, donc votre dernier texte publié cette année, c'est-à-dire 65 ans après. Vous sentez des points communs entre ces 2 textes ? Oui, Ou c'est tout à fait artificiel ? Non, je pense probablement qu'il y a des points communs. Mais ce qui a la grande différence entre ce premier livre et puis ce que j'ai publié en dernier, c'est que j'ai appris le métier et depuis j'ai appris beaucoup de choses et je me suis enrichi. Vous savez, je suis... Enfin, vous débrouillez pas mal, hein. Adieu à Sheila, c'est pas... ça se lit, hein. Oui, non, mais c'est pas très bon. Mais c'était un écrit de jeune homme, écrit à 20 ans. Je crois d'ailleurs que j'étais encore dans l'armée, donc je l'ai promené un petit peu sur les routes de France pendant un moment. Je ne crois pas que ce soit un livre définitif. Et il est sorti en plus au mois de septembre 1944. Je pouvais ouvrir les journaux. Je crois qu'à Paris, on s'occupait plutôt d'autre chose. Mais simplement, c'était une mise en route. J'avais trouvé un éditeur, j'avais trouvé quelques lecteurs. Je m'étais fait déjà quelques amis avec ce livre-là. Et après ça, bon, ayant écrit ce livre, j'ai su comment il fallait écrire un livre et c'était pas comme ça. Alors, est-ce que votre passion d'écrire est née de votre passion de lire ? Parce qu'avec Lettres de château, on s'aperçoit que vous êtes un boulimique de lecture, mais un boulimique heureux, transporté même par la lecture.
Moi, je pense que la lecture a certainement enrichi ma vie, c'est-à-dire que, comme j'ai pas mal d'imagination, quand je lis un livre, je vis dans l'imaginaire de ce livre. Peut-être à cause de la Chartreuse de Parme, je suis parti pour Milan. Je voulais avoir, j'ai pas eu la même impression que Stendhal découvrant Turin et surtout Milan. Mais enfin, j'ai appris par curiosité, attiré par beaucoup de romans, dans des endroits que je suis allé voir sur place. Très souvent, on est extrêmement déçu parce que les auteurs ont beaucoup d'imagination, ou bien ils voient des choses que nous ne pourrons jamais voir. Alors, est-ce qu'il est exact que les 2 premiers livres qui vous avaient profondément marqué aient été Robinson Crusoe et L'île mystérieuse? C'est Oui, vrai? ça, certainement, c'est lié à mon enfance, une petite enfance, et puis c'était lié au désir de mon père de me faire connaître, de me faire sortir du milieu où nous étions. Encore, nous n'étions pas dans un milieu fermé, mais il voulait m'ouvrir l'esprit, me montrer qu'il y avait un grand large, qu'il y avait des aventures possibles, qu'il y avait des choses imaginaires merveilleuses. Et je lui dois cette lecture le soir. C'est quelque chose que je n'évoque jamais sans émotion, parce que je l'ai perdu peu après. Et cette lecture-là a certainement posé des tas de questions pour moi. Et elle a dirigé mes autres lectures. C'est-à-dire presque toujours à toute cette époque-là, surtout les auteurs américains, London, Jack London, évidemment, 3 ou 4 autres de ce genre-là, Man Ray, qui était une passion pour moi, et naturellement Stevenson. Alors, je vais manquer d'originalité, je vais vous poser la question la plus bateau qui soit, celle que tout le monde vous pose, mais on est obligé de la poser quand même dans votre itinéraire. Il y a ce moment des hussards. Il y avait vous, il y avait Nimier, il y avait Laurent, il y avait Blondin. Simplement, est-ce que vous pensez que finalement les hussards ne se définissaient que par opposition à ce qui était à l'époque le courant intellectuel dominant à gauche, c'est-à-dire les Sarthe, Aragon et autres? Ou est-ce qu'il y a vraiment eu un esprit hussard qui mérite qu'on s'y attarde, quoi? Non, je crois que ça, c'est une invention de la critique. Évidemment, il y avait des affinités qui pouvaient exister et une grande amitié, une grande camaraderie a régné au moins au début de nos rencontres. Et puis après ça, je ne cacherai rien en disant que tous ne s'aimaient pas du même amour. Alors, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup étonné. Enfin, étonné, non, parce que je le comprends, mais enfin, que ça soit affirmé avec autant de chaleur, à la fois le texte dans le cahier de Lerne et le texte donc, dans le livre de chez Gallimard, les Lettres de Château, et cette admiration profonde que vous éprouvez à l'égard de Jean Giono. Bien, je crois que c'est une admiration qui est née presque un peu par hasard, parce que j'avais 13 ans ou 14 ans, et je voulais faire un cadeau à ma mère pour son anniversaire, qui est d'ailleurs en même temps le mien. Le libraire m'a conseillé un livre de Giono. Je dis, mais est-ce que c'est bien, c'est amusant? Elle aime les romans américains ou anglais. Il m'a dit, non, non, vous verrez, elle va adorer ça. Alors je l'ai lu auparavant, avant de le donner à ma mère, sans l'abîmer, bien entendu. Et j'ai été fasciné à la fois par l'histoire, par les personnages, et puis par cette espèce de personnification de la nature. Ce sont le fleuve roule à coups d'épaule, les arbres gémissent, les pierres se cognent et s'appellent. Vraiment, il y a chez Giono un anthropomorphisme assez extraordinaire. Et je l'ai lu, après, je l'ai lu toute ma vie. Finalement, et même je le lis encore, toujours, parce que c'est pour moi un vivier, c'est comme une piqûre. J'ai dit, mon Dieu, comme c'est beau de pouvoir écrire comme ça. Je pense que j'écris d'une façon tout à fait différente et que mes sujets sont différents. Mais Giono, c'est le terrain qui me vient, c'est le grand verre d'eau. Quand on a très soif, tout d'un coup, on dit, là, je ne vais pas m'embêter, là, je vais voir des choses merveilleuses. Et vous dites quelque part qu'il a rendu la Provence universelle. C'est la mission de l'écrivain, au fond, de rendre le singulier universel? Oui, un peu comme Homère a rendu la Grèce et la mer Égée universelle. Enfin bon, il y a toujours une référence à l'histoire grecque, à ce Moyen-Orient dont il a si bien, ce Proche-Orient surtout, dont il a si bien parlé. Mais peut-être que, en effet, je suis allé en Provence pour revoir des endroits dont il parle. Ça ne ressemble à rien de ce qu'il a écrit, ou pas très, ou en tout cas fort peu. Si vous allez à Manosque, vous serez déçu un petit peu, à la fois par les gens qui sont
très charmant et très gentil, mais il y a aussi une population qui n'est plus autochtone du tout, donc tout a énormément changé. Mais peu importe, moi c'est Junot qui a raison, pour moi c'est lui qui a décrit le vrai Manosque que je veux connaître grâce à lui. Puis j'ai eu cette chance de pouvoir passer 24 heures dans sa maison, complètement avec ses papiers, toute sa plume prête, les photocopies bien sûr de ses dernières pages, de ses petites notes, son porte-plume particulier avec sa plume particulière. Je dois dire que pour moi, ça a été comme aller au paradis. C'était presque une émotion d'écolier, non? Oui, mais on reste un écolier toute sa vie quand on est romancier. Alors, il y a les auteurs que vous aimez passionnément, et il y a aussi ceux qui vous aiment. Et quand on lit les cahiers de Lerne, là, on s'aperçoit qu'ils sont pléthores, ceux-là. Mais personnellement, l'hommage qui m'a le plus touché, et il serait vraiment étonné peut-être aujourd'hui que ce soit révélé, c'est une lettre. Il est exprimé dans une lettre de 1962, une lettre de Jean Anouilh. Vous avez réussi à le faire pleurer, Anouilh. Vous pourriez raconter ça? Oh, c'était une pièce, c'était La mort de Monseigneur. On m'avait demandé à cette époque-là, il y avait un France Culture extrêmement intéressant, très ouvert et admirablement mené. Il y avait une femme qui dirigeait les dramatiques, les Lisieux, et elle m'a demandé qu'est-ce que vous voulez écrire. Nous allons faire une série sur Saint-Simon. Alors j'ai ouvert mon Saint-Simon et une des scènes que je préfère, c'est la mort de Monseigneur, la mort du dauphin. J'ai trouvé ça très beau, je dis jamais je n'arrive à rendre ça. Et puis je me suis mis au travail et peut-être en 2-3 jours, j'ai écrit cette dramatique de la radio. Et ça a été joué absolument d'une façon merveilleuse. Michel Bouquet, Jean Topard. Vraiment, là, c'était le grand luxe, tout d'un coup, dans un petit studio où il fallait tout enregistrer en pratiquement 24 heures. Mais ça, ce sont des possibilités qui ont disparu. Mais c'est pour un écrivain, c'est une gymnastique formidable d'écrire des dramatiques pour la radio. Il faut penser tout d'un coup à l'auditeur qu'il ne faut pas qu'il lâche une seconde. Il faut qu'il pleure, il faut qu'il rit. Et puis, surtout, nous avions à notre disposition des comédiens, je répète, qui étaient exceptionnel. Et puis les hommes de radio qui ont enregistré ça, c'était des gens qui avaient le sens des voix, le relief des voix. Là, vraiment, j'ai pris des leçons. Alors, vous avez tellement touché votre public que Anouilh, non seulement a pleuré, mais a été obligé de fermer le poste, comme on disait à l'époque. Et dans la lettre qu'il vous adresse, il a quand même cette formule qui correspond vraiment à votre manière d'écrire. Il dit « Vous êtes économe des paroles ». C'est votre façon de faire. Oui, je pense que devant la mort, il faut être économe des paroles. Enfin, c'est une mort dramatique, non seulement pour le personnage qui disparaît et ceux qui l'aimaient autour de lui, mais c'est une mort dramatique pour la monarchie. Alors, vous avez exprimé donc à travers tous ces livres votre passion de la littérature, mais ce que l'on découvre aussi à travers Lettres de Château, c'est votre passion de la peinture. Et en particulier, 3 peintres là sont évoqués. Il s'agit de Poussin, de Manet et de Braque. On peut trouver des correspondances entre eux ou c'est tout à fait artificiel d'essayer de... Oui, enfin, les seules correspondances, ce sont des tableaux qui me parlent et qui posent une énigme. Principalement Le déjeuner sur l'herbe et puis, enfin, bon, Orphée aussi, ce sont des histoires. Ils racontent des histoires. Et chez Poussin, l'histoire est multiple, elle est énorme. Multiple. En fouillant bien le tableau, j'ai découvert tout ce qu'il y avait derrière, et comme dans Le déjeuner sur l'herbe. Non, le troisième peintre dont je parle, c'est un qui m'est particulièrement cher, c'est Braque, parce que je ne sais pas pourquoi, j'explique ça très mal, et peut-être quand on est heureux devant quelque chose, on ne sait pas le dire. Mais Braque, il m'a toujours... Vous voulez dire qu'un tableau, c'est comme une femme? Je dirais oui, c'est beau, et ça m'inspire. Je pense toujours, en regardant les Braque, mais comme cet homme était bon. C'est peut-être n'a rien à voir avec la peinture, mais c'est ce qu'il diffuse. Vous comprenez, c'est le message que je reçois, en dehors du fait qu'il a des couleurs admirables, des choses très belles, que les vitraux de l'église de Varangeville sont sublime, merveilleux de lumière. Quand il y a de la musique, l'après-midi, on trouve quelquefois un prêtre qui joue de l'harmonium. Et c'est beau comme tout, parce que tout d'un coup, on est là, au bord de la mer, au bord de la forêt, avec ce cimetière sur la mer, et puis les tombes à côté, Roussel, Braque. Là, je suis sûr qu'il y a vraiment un moment très, très beau. Il vous touche plus que Picasso, Braque? Oui, il me touche beaucoup plus que Picasso. Peut-être parce que Picasso est trop intellectuel pour moi. Et je trouve que c'est Guernica, tout ça. Oui, non. Puis la femme me paraît tout à fait hors sujet. Est-ce que la fréquentation des grands peintres vous a aidé en tant qu'écrivain?
Ah oui, beaucoup, oui, oui. De oui, quelle oui. manière? Oh, ben, peut-être ils m'ont rendu plus sensible à l'atmosphère, à ce que les couleurs apportent dans l'existence. Que des gens qui vivent dans le gris ne sont pas les mêmes que des gens qui vivent dans le bleu. Et donc la peinture, oui, elle a été pour moi aussi, elle est derrière mes romans. Et très souvent, je me suis aperçu dans un roman, par exemple, écrit il y a très longtemps, publié en 50, qu'il y avait un portrait au Palais Pitti à Florence, que pendant des années, j'en étais tombé amoureux. C'est un portrait d'une Madone. C'est pas l'un des plus beaux, hein, c'est rien. C'est même un portrait peu connu. Mais moi qui voyageais, qui bougeais beaucoup, je passais par Florence, je m'arrêtais toujours 10 minutes au Palais Pitti pour aller la voir. En fait, j'en étais tombé amoureux. Et cela, ça s'est retrouvé quelque part dans un de vos romans ou c'est... Oui, 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 je l'ai mis, je mets dans un roman une chose qui n'était pas passée, que un jeune homme amoureux d'une jeune femme l'emmène voir, elle lui donne rendez-vous devant la Madone du Palais Pitti et essaie de lui faire comprendre à quel point il est sensible à ça. Elle n'y comprend rien, bien entendu, ce qui n'empêche pas leur amour de continuer. Alors, confirmation d'un de vos textes les plus attachants, je pense à Mes Arches de Noé. Quand on lit le Cahier de Lerne, on voit à quel point l'amitié a occupé une place essentielle dans votre existence. Alors, on dit, ceux qui vous connaissent très bien disent que vous êtes capable de prendre des distances avec vos amis, mais quoi qu'ils fassent, vous ne les reniez jamais. C'est vrai, ça? Oui, je ne les renie pas, non, je ne pense pas. J'ai jamais eu à renier des amis. Je crois que, alors là, ou bien j'ai eu beaucoup d'instinct, ou bien j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai jamais rien eu à leur reprocher. On a pu dire ça peut-être pour Antoine Blondin, qui était Oui. vraiment comme un frère pour moi. Et simplement, dans les 2 ou 3 dernières années de sa vie, je l'ai vu dans un tel état que ça me blessait profondément et que j'ai dit une chose qu'on me reproche. J'ai dit un jour, rue Mazarine, il avançait sur le trottoir en titubant, moi j'avançais dans l'autre sens. Ben, j'ai changé de trottoir. Je voulais pas, ça me faisait trop de peine. En fait, je voudrais rester un peu lâche, mais en même temps, c'était pas possible. Sa parole-là, à ce moment-là, n'était plus celle que j'aimais. Et que l'être le plus attentif, le plus intelligent, le plus intuitif qui soit, qui tout d'un coup devenait une brute, quoi. Enfin, et là, ça, c'est peut-être un gros chagrin de ma vie, de l'avoir vu partir comme ça, de ne rien pouvoir faire pour lui. Alors, si je fais du vélo au paradis, peut-être qu'il va vous pardonner quand même. J'espère. Alors, il y a les amis et il y a les rencontres. Votre journal des années 47 à 83, publié donc également aux éditions de Lerne, en relate toute une série. J'ai l'impression que la rencontre qui vous a le plus fasciné, c'est tout à fait étonnant parce que c'est la première fois qu'on parle d'elle de cette manière-là, c'est votre rencontre avec Eva Perón. Vous êtes tombé amoureux d'Eva Perón, il n'y a pas... Ah ben, tout le monde, comme les Argentins. Enfin, Oui, vous mais avez vous n'étiez pas comment on dit, un descamisado. Non, elle ne m'avait pas procuré des chemises, justement, comme elle avait fait. Mais elle a été une fascination pour tous les Argentins, enfin, surtout populaire, naturellement. C'était une dictature populaire, c'est-à-dire que tout le monde l'adorait. C'était la reine, quoi, voilà, il n'y a pas de doute. Une brève rencontre, puisqu'elle m'a parlé qu'en espagnol et à travers quelqu'un. Donc je n'ai pas eu une conversation véritable avec elle, puisqu'au fond, elle m'a accordé une interview pour me dire qu'elle n'en accordait pas. Oui, mais il y a une phrase étonnante, venant de vous surtout. Vous dites, elle ressemble, plus qu'à une reine, elle ressemble à une impératrice. Oui. C'est subtil, ça. Oui, il y a une différence. C'est-à-dire l'impératrice peut tomber du ciel, tandis que la reine, c'est vraiment une tradition, c'est la suite d'un long processus. Le lien populaire Le lien populaire, qui peut y avoir, c'est ça. Alors, il y a donc, on voit à travers, c'est bien qu'il y ait ainsi plusieurs ouvrages qui sortent en même temps, parce qu'on voit l'éclectisme qui caractérise à la fois votre œuvre, vos passions, vos amitiés, et on peut dire aussi la même chose de vos racines culturelles. Vous êtes un Français d'Europe. Je ne sais pas si on doit dire que vous êtes un Français européen ou un Européen français. Alors, les deux vont ensemble pour vous. Oui, non, pour moi, oui. Mon Europe à moi est française. Mais en même temps, ce que je suis allé chercher dans d'autres pays, c'était tout ce qui était différent et tout ce qui me faisait peut-être quelquefois aimer un peu plus la France. Mais est-ce qu'il y a, pour vous, est-ce qu'il y a une identité européenne aujourd'hui ou est-ce que c'est un mot creux
pour des chroniqueurs en mal de... Non, je veux dire, écoutez, l'Europe va pas se faire en 20 ans ou 50 ans. Les États ont mis des siècles à se faire et on voudrait que l'Europe existe aujourd'hui en 24 heures sur un coup de plume et un traité. Non, c'est une chose qui va exister très probablement, mais ça va demander du temps, ça demande des générations. Ça commence déjà, le fait que l'installation dans un pays est beaucoup plus facile, qu'il y a une monnaie commune, qu'il y a des spectacles communs aux deux pays, et aussi le fait que chacun prend une ou deux langues de cette Europe. Donc elle va se faire, mais donnons-lui du temps, un peu de souffle, et puis un peu de curiosité intérieure et aussi un petit peu de timidité devant ce qui s'annonce. Mais nous sortons d'une Europe qui s'est battue sauvagement, une guerre qu'il faut appeler civile. Aujourd'hui, on appelle ça une guerre civile. L'Europe de demain, c'est bon, en principe, touch wood, là, disons comme les Anglais, bon, c'est quand même une guerre civile qui n'est plus envisageable entre la France et l'Allemagne. Alors, vous avez posé vos valises dans plusieurs pays d'Europe. Il y a un symbole étonnant, quand on regarde votre épée d'académicien, on y voit 3 signes. Le lys, la chouette et le trèfle. Est-ce que c'est la synthèse de vos attachements, je dirais, géoculturels européens ? Oui, probablement, ce sont les signes les plus évidents. Enfin bon, le lys, c'est pour la France. Bon, le trèfle, c'est pour l'Irlande qui m'a beaucoup apporté. Et puis la Grèce, bon, pour moi, c'était une révélation et une transformation. Je lui dois une reconnaissance infinie pour tout ce qu'elle m'a apporté. Lors de votre réception à l'Académie, Félicien Marceau a rappelé, donc, dans votre 15e année, vous aviez souligné dans un livre de Paul Morand cette phrase, écoutez, « La vie à l'étranger, avec son isolement terrible, ses heures désolées, ses ivresses de désert, met l'homme sur un plan qui le révèle plus complètement à soi-même et l'impose ensuite à son propre pays. » Est-ce que c'est en ayant lu cela que vous avez eu envie ? Oui, totalement. Il y a des moments où on est perdu dans une grande ville et tout d'un coup une angoisse vient et on se demande, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là ? Je n'atteindrai jamais le cœur de ce pays. Il me faut quelqu'un, il me faut des intermédiaires. Ça m'arrivait très souvent, par exemple, à cette époque-là, je voyageais beaucoup en voiture. Bon, je passais dans des pays inconnus où je n'avais pas envie tellement de m'arrêter, mais où je m'arrêtais par nécessité pour dormir et tout. Et là, je me trouvais vraiment tout d'un coup dans un monde totalement inconnu, pas forcément hostile, mais un monde inconnu. Quand c'est en Italie, on est bien partout. Mais dans d'autres pays, c'est pas toujours comme ça. Si vous êtes à Londres tout seul, dans la rue, vous n'aurez personne pour parler avec vous. Si vous êtes à Milan, dans la rue, si vous êtes à Rome, je ne sais pas, il se passe toujours quelque chose. C'est miraculeux. Mais ça, c'est l'Italie. Alors, vous avez écrit quelque part, je ne sais plus très bien dans quel livre d'ailleurs, mais vous l'avez écrit, « L'islomanie est le contraire du voyage ». Et cela en faisant allusion au fait que vous soyez installé et en Grèce et en Irlande. Donc on fait une erreur en vous traitant de nomade, d'itinérant, c'est pas vrai. Non, mais vous êtes un sédentaire des îles. Oui, d'ailleurs, Morand m'avait appelé le nomade sédentaire. Et ça a une signification pour vous, c'est un choix délibéré. Oui, au fond, j'aime pas voyager, j'aime pas beaucoup me déplacer. Mais ce que j'aime, c'est vivre dans un endroit. Je suis allé au Portugal. Le premier endroit où je me suis arrêté avec ma très jeune femme à l'époque, c'était Sintra, et j'en ai pas bougé. Parce que tout d'un coup, j'avais trouvé mon nid, là, l'endroit où la petite maison que je pouvais louer, le jardin dans lequel je pouvais travailler, même une petite loge, rien que pour moi. J'ai travaillé là pendant près d'1 an, très tranquillement. J'ai trouvé le bonheur sans aller chercher quoi que ce soit ailleurs. Est-ce que vous avez trouvé l'explication d'un mystère étonnant, c'est la créativité culturelle de l'Irlande ? Freud avait posé la question, je crois, sur comment se fait-il ? Parce que là, quand on voit les grands écrivains récents, les McGahern, les McCullum, les McCann, qu'est-ce qui explique que ce petit territoire et cette richesse fabuleuse, quoi ? Non, vous me posez une question que je me suis posée beaucoup et je vois toujours, vivant même dans une campagne que je vis, où je vis, il y a des talents très curieux, très intéressants, des voix superbes, grand sens de la musique.
un grand sens des histoires à raconter, encore que cela diminue beaucoup parce qu'il y a de moins en moins d'analphabètes qui racontent des histoires merveilleuses. Et la disparition des analphabètes, ça, pour moi, c'est un drame, hein. Ça est remplacé par des machines, c'est pas pareil. La création, je pense qu'il y a probablement quelque chose dans les gènes des Celtes qui venaient d'Asie, vous savez, et qui sont venus en poussant leurs troupeaux, chassés par les Chinois. Et il y a quelque chose aussi, ils ont été occupés pendant 5 siècles, et cruellement occupés. Et cruellement occupés, qu'est-ce qu'on fait? On se distrait comme on peut, c'est-à-dire on se raconte des histoires, on chante, on essaie, on rêve, on attend, on a faim, on s'occupe d'autres choses. Et peut-être qu'il y a un petit peu de ça. Ensuite, il y a simplement, bon, il y a des endroits où il y a du génie, puis il y a d'autres endroits où il n'y a pas de génie. Vous connaissez cette histoire, 1848, la première grève dans les territoires de l'or aux États-Unis, et c'était les Irlandais. Vous savez pourquoi ils ont fait grève? Ah non, Parce que dans les mines d'or, au fond des mines, ils ont cru trouver des elfes. Ils ont dit, on peut pas rester là, il y a des elfes. Vous voyez, c'est votre imaginaire. Oui, non, mais ça continue, ça, un petit peu, oui. Il y a des elfes, en effet, au-dessus de la tombe de Yeats, par exemple. Il y a des endroits, des tout petits bonshommes, tout petits, qui arrivent et qui vous tendent une pièce de 1 centime et ils vous disent donne-moi la monnaie. Et sinon, je te tue. Bon, alors, voilà, c'est un peu... Bon, ça fait partie de l'imaginaire irlandais, parce que je n'ai pas encore eu cette expérience-là. Alors, votre itinéraire est, à tous les sens du terme, hein, à la fois riche et complexe. Vous avez travaillé peu de temps, mais vous avez travaillé dans votre jeunesse quelques temps, donc aux côtés de Charles Maurras. Alors, on sait ce que la pensée de Charles Maurras pouvait comporter d'éléments odieux, hein, c'est pas la peine d'insister là-dessus. Mais sur d'autres plans, Maurras était un homme d'une très grande intelligence, c'était un poète de qualité, l'auteur d'Antinéa, par exemple, et à certains points de vue, un visionnaire. Je pense par exemple à la vision des relations internationales qu'il avait exprimée en 1906 dans Kiel et Tanger. Alors, qu'est-ce que Maurras vous a apporté de positif, à vous, Michel Bellon? D'abord, une meilleure conception de l'histoire enfin en général. Certainement, ces vues historiques, et qui sont d'ailleurs très étayées par celui qui était son compagnon de création, du journal, c'était Jacques Bainville. Jacques Bainville est une intelligence comme j'en ai très rarement, enfin, je ne l'ai pas connu, mais je l'ai lu beaucoup. Si vous prenez les conséquences politiques de la paix, un livre de 120 pages, vous avez tout ce qui s'est passé dans les 60 ans qui ont suivi. C'est là qu'il y avait cette formule extraordinaire, le traité de Versailles est trop fort pour ce qu'il a de faible. Voilà. C'est là, c'est ça? Il y a de ça, oui. Il y a ça. Il y a un endroit où il prévoit, 6 mois après, l'éclatement de la Yougoslavie. Et puis, il y a constamment, chez Bainville, une espèce de lucidité, je veux dire d'extra-lucidité, qui tient simplement à son éducation, comme beaucoup d'hommes de cette époque-là. Il avait passé une partie de sa jeunesse dans une université allemande. Il connaissait donc très bien en même temps toute la Mitteleuropa autour. Il avait réfléchi à toute la question. Et lui, c'est jamais lui qui aurait détruit l'Empire Autriche-Hongrie, l'Empire des Habsbourg, par haine du catholicisme, ce qu'a fait Clémenceau. Et c'est quelqu'un qui a tout vu, toutes les conséquences de nos gestes, y compris la colonisation dont il n'était pas un ami forcené. Et Maurras, alors, pour vous Alors, Maurras, c'est bon, c'était dans un sens un peu le théoricien, mais c'est pas seulement le théoricien, parce qu'il y a vraiment des actions, surtout internationales, tout à fait remarquables. Latéralement, philosophiquement, je crois que pour lui, tout ce qui était au nord de la Loire, c'était des barbares. Mais le Provençal est un homme qui est ouvert sur un autre monde, qui est ouvert sur le monde méditerranéen. La pensée romaine et la pensée grecque habitaient. Et lui, bon, je dirais d'ailleurs une chose, on me le disait royaliste, moi je pense qu'il était républicain. Vous savez, le res publica des Latin, Romains, quoi. voilà, hein, un peu comme étaient les rois de France, qui ne gouvernaient pas en monarque absolu. Il y avait toujours les états généraux qui contrecarraient, ralentissaient leurs progrès sociaux et politiques. Et Maurras a très très bien senti que cette France qui devait changer, comme on dit, il fallait qu'elle garde un certain nombre de valeurs, de respect des valeurs, et puis surtout qu'elle ait un petit peu de bon sens international.
Ce qui pensait que la monarchie avait ça, par ses liens avec les familles royales, toutes les familles royales cousinets. Donc il y avait comme une espèce de transmission de pays à pays extrêmement intéressante. Il n'y avait pas beaucoup besoin d'ambassadeurs. On était toujours chez mon cher cousin. Est-ce que vous avez l'impression que le fait d'avoir travaillé donc quelque temps avec Charles Maurras a constitué pour vous un handicap certain dans le développement de votre carrière après la guerre? Oh non, 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 je ne dirais pas ça, non. Non, il y a certainement, bon, il y a des gens qui sont irréductiblement anti-maurassiens, mais enfin, j'ai presque toujours travaillé avec des gens assez intelligents pour faire la part du feu. Dans Les Poneys Sauvages, il y a un personnage qui s'appelle, vous vous souvenez de lui? Il s'appelle Georges Saval, Mais journaliste. Alors, vous lui faites dire quelque chose, vous lui faites dire ceci: le souci d'aimer ou de dire la vérité vous place tantôt à droite, tantôt à gauche. On reconnaît les hommes malhonnêtes à ceux qui sont constamment à gauche ou constamment à droite. Vous êtes d'accord avec ça? oui, 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 oui. Ça- Et sur ce plan justement de l'histoire, dans le cahier de Lerne, Jean d'Ormesson a un texte d'ailleurs très très fin. Il emploie cette phrase, il dit ceci, parlant de vous: il s'est réconcilié avec une histoire sur laquelle il continue à ne pas se faire d'illusions. Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que... Oui, je pense que c'est bien vu, mais je suis en effet réconcilié. Je ne suis plus, c'est-à-dire que je ne suis plus combatif Oui. de la même façon. Mais bon, je laisse aussi philosophiquement l'humanité aller à sa perte ou au contraire à sa sauvegarde. Oui. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans l'évolution de la société d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous, spontanément, qu'est-ce que Moi, je c'est? pense qu'il y a beaucoup de choses qui me frappent. D'abord, la déperdition du langage. Enfin, le fait que la violence s'est installée d'une façon... Il y a toujours eu de la violence, hein, ne nous trompons pas, mais qu'elle soit un véritable danger permanent, enfin, que ce soit dans la rue, dans la campagne, n'importe où. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qui me frappe particulièrement avec le nouveau président que nous avons, c'est la dérision. La dérision qui, finalement, mine toute politique. Je n'écoute pas souvent la radio et je ne regarde pas la télévision française, ou très peu. Mais je vois le pouvoir toujours mais brocardé d'une façon, avec une grossièreté, généralement une suffisance insupportable. Et je me dis, mais s'il n'y a pas la moindre ombre de respect pour un homme qui a été élu légalement par une majorité de Français et qui essaye de faire quelque chose de son quinquennat, je crois qu'il ne peut pas gouverner. Je crois qu'il faut un minimum de récréation, si vous voulez, de temps mort, laisser les hommes politiques faire leur travail. Après, on peut les juger, il y a des élections pour ça. Bon. Mais les tourner en ridicule, grossièrement, étaler leur vie intime, essayer de voir s'ils n'ont pas fait payer leur taxi par le contribuable et tout. Et vraiment, je crois que là, nous sommes arrivés à un moment où aucun homme politique ne pourra jamais gouverner. Il n'y a pas de république sans respect, sans Ah ben, dignité, sans piédestal, au fond? oui, mais pas un piédestal, parce que je pense que toute critique est bonne, mais que finalement, il y a quand même un minimum à respecter dans l'homme au pouvoir, celui qu'on a élu finalement. Je ne pense pas que M. Sarkozy est toujours critiqué. On rit beaucoup de lui. Ségolène Royal, c'est fou ce qu'on lui a fait subir, cette pauvre femme. Bon, moi je dis non. L'un et l'autre ont eu beaucoup de courage de se présenter devant des gens qui sont complètement ignorants, qui votent, ils ne savent absolument pas pourquoi et pour qui. Là, vous parlez de choses assez sombres, mais y a-t-il quelque chose dans l'évolution de notre société qui vous donne de réels espoirs pour l'avenir, quand même? Ben, écoutez, j'attends que vous me les désigniez. Non, ça, j'irai chercher au fond de votre œuvre. Si, dans votre œuvre, il y a quand même quelque chose qui donnera toujours de l'espoir, c'est que l'amour est partout. Oui, l'amour continue, il n'a plus la même image. Les mœurs ont aussi beaucoup changé. Incontestablement, je ne sais pas si c'est en bien ou en mal. J'ai peur que ce ne soit pas en grand bien de voir la liberté des femmes et la liberté des hommes. Je pense que les quelques règles que nous observions dans ma génération ont été beaucoup plus enrichissantes
que la liberté totale dont disposent aujourd'hui les filles dès l'âge de 12 ans ou 13 ans. Michel Déon, pour beaucoup de gens, vous êtes 1970 Les Poneys Sauvages, 1973 Un Taxi Mauve, 1975 Le Jeune Homme Vert. Le reste étant pour l'essentiel dans le flou. Alors, est-ce que vous considérez qu'à travers la seule lecture de ces 3 romans, on peut vraiment saisir l'essentiel de votre univers d'écrivain ? Est-ce qu'on vous connaît, en lisant ces 3 ouvrages-là, on connaît vraiment Déon, quoi. Ben, je ne vais pas obliger tout le monde à lire toutes mes œuvres. Il y a d'autres écrivains. Non, mais enfin, quand même. Quand même. Non, mais peut-être il y a d'autres livres qui sont aussi importants pour moi. Par exemple, j'ai rassemblé dans un seul volume tout ce que j'avais écrit sur la Grèce, les pages grecques, tout ce que j'ai écrit sur la France, les pages françaises. J'ai écrit un roman qui s'appelle Un déjeuner de soleil, qui est à la fois une autopsie de la création littéraire et en même temps un débordement d'imagination, puisqu'un écrivain, il faut non pas lui prêter des livres, mais il faut les raconter. Et j'ai dû dépenser la matière de 20 à 25 livres dans Un déjeuner de soleil. Mais ce sont les livres qui ont très bien, qui ont leur lecteur, qui continuent. Évidemment, il y a les grands titres qui marchent, évidemment, Les Poneys Sauvages, ça écrase tout le reste, mais simplement, ça écrase, c'est pas de ma faute. Peut-être parce qu'il y a 500 pages, il est plus lourd. Oui, mais enfin, il y a du poids quand même. Et vous ne vivez pas ces best-sellers comme des malentendus. Parce que souvent, quand on parle avec des écrivains qui ont eu comme ça d'énormes succès, ils ont tendance à cracher dessus. On peut dire, le plus important est ailleurs. Non, bien sûr, non. Mais je ne pense pas que Le Taxi Mauve est un bon roman, dans un style plutôt anglais. Et je suis ravi qu'il soit si traduit et toujours aussi lu. Et que un film, en effet. Mais je pense toujours à Solon. Vous savez, en revenant d'une expédition et voulant parler devant l'Assemblée d'Athènes, et il commence à parler, dire voilà, nos troupes ont remporté telle et telle victoire, et voilà, et ce que j'en espère, et c'est pour le bien d'Athènes. Et tout d'un coup, la salle éclate en applaudissements, l'interrompt, et lui, il reste interloqué et dit est-ce que j'ai dit une bêtise? Oui. En ce qui vous concerne, on ne trouve pas beaucoup de bêtises au fil des pages. Alors, j'ai noté 2 portraits de vous, enfin 2 lignes. L'une à nouveau de Jean d'Ormesson. Parlant de vous, il parle d'une chasse au bonheur tempérée par la fascination de la solitude. La solitude vous fascine à ce point? Non, elle ne me fatigue pas, mais elle me fait bien. Je suis plutôt un solitaire. Je me suis marié très tard. Je suis un solitaire. J'ai bien aimé être... Vous êtes protégé, vous avez une femme qui vous protège. Oui, non, mais bien sûr, et que je protège aussi. Oui, et tous les amis, quand même, vous avez une garde rapprochée, vous avez... Oui, non, j'ai dit oui, mais alors la solitude, c'est simplement, c'est l'écrivain, c'est le creuset, quoi. Oui, parce que j'en ai besoin pour travailler, autrement je me dissiperais assez facilement. Et je me suis dissipé une bonne partie de ma vie aussi, comme ça. Mais oui, la solitude est quelque chose dont j'ai un grand besoin. Dans vos passions, on a parlé des passions sérieuses, mais il y a des passions qui, tout en étant sérieuses, sont beaucoup plus hédonistes. Je pense à la voiture, par exemple. Votre goût pour les cabriolets. Est-ce que vous avez compris quand Françoise Sagan adorait être dans une décapotable et conduire pieds nus? C'est quelque chose que vous compreniez, ça? Oui, non, j'ai compris très bien. Je l'ai connu à cette époque-là, d'ailleurs. Et je l'ai connu même avant, c'est la grande gloire. Et c'est... Non, mais certainement. Mais les voitures, c'était... Bon, on a un moyen d'aller vite, c'est un moyen aussi de risquer sa vie. Oui, c'est ce qui vous fascinait dans le sport automobile? Oui, bien sûr. Ce jeu avec la mort. Ce jeu, il y a des gens qui conduisent bien, l'autre pas trop mal. Moi, je touche du bois, mais enfin, jusqu'ici, j'ai conduit assez bien. Maintenant, je ne conduis plus, alors c'est différent. Alors, autre portrait de vous, Félicien Marceau, qui vous compare à Athos. Alors, est-ce que dans les Mousquetaires, c'est celui auquel vous vous identifiez le mieux? Il me compare à Athos pour une bonne raison, c'est que j'avais un appartement rue Férou à Paris, et Athos habitait rue Férou, précisément, peut-être pas dans l'immeuble que j'habitais, qui était un ancien hôtel particulier, la Bourdonnais, mais et qu'à côté, Talleyrand avait été élevé dans le séminaire qui est devenu une annexe des ministres des Finances. Mais en effet, Athos, ça vient surtout à cause de la rue Férou. Oui, enfin, non, il ajoute quand même. Non. Vous êtes trop modeste, là. Il dit que vous avez la bravoure d'Athos et que vous avez aussi la sagesse et la réserve d'Athos.
Vous n'êtes pas un d'Artagnan. Nimier, par exemple, pour prendre un de vos vieux amis, aurait plus ce côté-là, d'ailleurs avec un très beau livre, les d'Artagnan amoureux. Mais est-ce que bravoure, sagesse, réserve, ça vous paraît caractérisé? Oui, en fait, c'est ce qu'on aimerait être. Oui, oui, oui. Sensibilité, retenue. Mais enfin, quand même, tout à l'heure, là, je vous ai écouté parler du comportement des hommes et des femmes d'aujourd'hui, la liberté peut-être un peu trop grande des jeunes filles et tout ça. Mais j'ai quand même bien lu, là, dans les lettres de Château, il y a votre hommage à Apollinaire. C'est pas à piquer des hannetons, quand même, les textes érotiques d'Apollinaire. Et vous aimez ça? J'aime beaucoup Vous ça, aimez oui, ça? oui, oui, oui. Bon, c'est quand même... Oui, mais je peux aimer ça chez les autres. Non, mais j'ai beaucoup aimé la vie, disons. Oui. Oui. Je vous le rends bien. Je vous le rends bien. Alors, certains parlent, vous savez, il y a des journalistes qui ont toujours l'impression d'être plus intelligents en parlant comme ça, mais enfin, je relais cette phrase. Ils parlent d'un mystère déon. Alors, est-ce que le déon essentiel, celui qui compte le plus à vos yeux, est vraiment caché? Je pense que celui qui compte le plus, c'est celui qui a travaillé et qui a produit un certain nombre de choses. Et je n'y ai pas cru pendant très longtemps. Je commence seulement à y croire au moment où c'est la fin. Alors, non, la fin, non. Mais en fait, vous êtes quand même là, à l'affiche, avec 3 textes en même temps. Ça donne l'impression de quelqu'un, Morand dirait, d'un homme un peu pressé. Alors, est-ce que vous avez toujours une perception aussi nostalgique mais sereine, hein, et harmonieuse du temps qui passe que lorsque vous avez écrit ce merveilleux livre, La montée du soleil? Ah, là, vous me touchez beaucoup, parce que c'est évidemment un livre que j'aime énormément. Vous n'êtes pas le seul. Mais- Vous n'êtes pas le seul. Et c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de choses cachées. Oui. Mais est-ce que votre perception du temps qui passe a C'est évolué ça. depuis ou pas? Non, c'est celle-là. Oui, C'est oui. celle-là? Ça reste celle-là? Mais- Quand on dit de vous que vous êtes un pessimiste très gai, c'est pas tout à fait vrai, ça. Oh, j'espère me détendre en plaisantant avec l'humour. Mais peut-être, j'ai peut-être un peu d'humour. Un peu beaucoup, oui. Est-ce que vous écrirez un jour une lettre de Château à la vie? Moi, c'est un peu celle que j'ai écrite là, ces lettres que j'ai écrites à tous ces auteurs qui ont vraiment embelli ma vie, qui ont fait que vraiment c'est un vrai miracle. J'ai été avec des gens merveilleux. J'ai vécu avec des peintres, enfin, en pensée naturellement, des peintres avec des écrivains qui ont fait mon bonheur. Je pourrais d'ailleurs allonger la liste. Il n'y a pas il y en a d'autres qui me sont aussi essentiels, mais qui sont plutôt des auteurs étrangers en général. Et non, là, je peux dire que j'ai été très gâté. Je suis quand même dans une époque où on peut plonger, non pas exactement, si vous voulez, il y a peut-être une petite déperdition de force et d'originalité dans le roman français actuellement. Mais enfin, il y a eu toute une époque où il a été vraiment toujours en ébullition, toujours cherchant quelque chose. Ce que j'aime, c'est dans les romans, c'est ce que je trouve peut-être de moins en moins ici, très chassé par la fiction, l'autofiction. Je cherchais toujours, c'est une histoire. Et bon, il y a quand même quelques écrivains français qui ont écrit des histoires, ne serait-ce que Balzac, qui est probablement le premier et le plus fort de tout. Et l'autre jour, on m'a demandé, mais Flaubert, j'ai dit, ben non, je suis désolé, mais Flaubert m'ennuie, il m'a toujours ennuyé. Alors, pour reprendre, vous vous souvenez de la chanson d'Aznavour, s'il me restait 2 ou 3 jours à vivre. Quel est le roman que vous aimeriez garder avec vous pour ces derniers jours, s'il n'y en avait Le pas? roman, pas de moi, pas un roman de moi. Non. Oh, je sais, probablement dans l'Iliade, l'épisode de Nausicaa. Vous pourriez le raconter un peu pour les gens, vous Oh, qui êtes un merveilleux conteur. Racontez-nous. Eh bien, vous savez, ayant quitté Troie dans des conditions assez pénibles, Ulysse vogue et se retrouve brusquement dans une île. Il perd tous ses marins, sont tous noyés. Et lui, tout seul, il est recueilli par une femme d'une extraordinaire beauté, probablement une noire, d'ailleurs, avec un corps qui est décrit amoureusement par Homère, bien qu'il ne la vit pas. Et il passe 10 ans ou 2 ans avec cette femme Calypso sur une île qu'on ne situe pas, mais qui peut être aussi une plage de l'Atlas dans l'Atlantique. Et puis un jour, il en a probablement assez, parce qu'elle va être quelqu'un qu'il faut caresser plusieurs fois par jour et par nuit. Et on comprend qu'au bout d'une dizaine d'années, il a envie de changer de chair.
Et lui, quand même, il compris grâce à Hermès, il arrive à bâtir un radeau. Et puis elle lui donne de quoi se nourrir, de quoi boire et manger, et ça. Et puis elle le laisse partir avec des larmes dans les yeux et peut-être dans la voix. Et il navigue et la mer est très bonne, le vent porte bien, la petite voile carrée. Et il arrive en mer Adriatique. Et là, tout d'un coup, il est pris par une tempête épouvantable. Ça, pendant qu'il s'accroche à son radeau. Et il échoue sur une plage. Mais il échoue, il est sale, il est barbu, ses vêtements sont déchirés, mais il n'en peut plus. Et il quitte son radeau, il le laisse partir. Et dans la mer, il est protégé par une naïade qui s'occupe de lui, qui le guide vers la plage, qui l'aide à se relever et à se cacher là, il s'endort. Et puis le matin, il entend... Il s'endort tel qu'il est, monstrueux, déchiré, le visage meurtri, la barbe poussée et blanche en plus. Et tout d'un coup, il voit des jeunes filles qui arrivent. Et c'est un cortège très charmant qui apporte du linge à laver dans le petit ruisseau au bord duquel il s'est réfugié. Et toutes sont jolies, elles se baignent avec des robes, mais transparente, donc le spectacle. Et il y en a une qui est différente des autres et comprend très bien, c'est une princesse. Et elle les commande et elle les rassemble. À un moment, elles vont partir alors qu'il sort de son buisson. Et les filles s'égayent comme des folles en poussant des cris. Attention, voilà un satyre. Voilà. Sauf là, très belle. Et qui s'approche et qui lui dit: qu'est-ce que tu veux, moi, étranger, es-tu malade? Elle s'occupe de lui, elle lui dit: bah écoute, il raconte, je suis Ulysse, je suis le roi d'Ithaque, je voudrais gagner mon pays. Et elle dit: moi, je suis la fille du roi de Corfou, et suivez-moi. Mais quand vous entrez en ville, nous entrons en ville, vous vous écartez un tout petit peu, vous restez derrière, parce que je ne veux pas qu'on jase et qu'on nous voit revenir avec un homme. Et leur seul contact, quand elle leur a mis en contact de sa mère et de son père, elle écoute Ulysse raconter toute son Odyssée, puisque c'est son nom, et en même temps, il sait qu'il raconte cette histoire pour cette fille qu'il écoute et qu'il ne voit pas. Et alors on le comble, on le lave, on lui donne des vêtements et on lui promet même un bateau pour rentrer et regagner Ithaque. Et il la croise dans le couloir, et ils échangent juste un regard. Il est désespéré de partir et de retrouver sa femme, son fils, son chien et sa nourrice. Et je trouve que c'est une des plus belles histoires d'amour qui ait jamais été inventée. Le mythe de Nausicaa, c'est quelque chose qui dure depuis toujours. Michel Dérault, merci pour ce merveilleux voyage et pour tant de merveilleux voyages. Donc je rappelle que vous êtes au cœur de l'actualité dans Éditorial actuellement avec 2 livres, l'un publié chez Gallimard, Lettres de château, l'autre publié aux éditions de Lerne, votre journal année 47-83. À quoi s'ajoute donc l'événement éditorial que constitue la publication d'un passionnant cahier de Lerne vous concernant. Merci à tous et à toutes d'être avec nous.